Donc, après l'attaque du premier épisode, ils ont vraiment pas prévenu les autorités compétentes de l'attaque de la sorcière, mais jusqu'au bout, hein, apparemment, ouais. Ah. Bon, cet épisode va y avoir deux petits trucs en parallèle. Il faudra une grande intrigue centrale, une petite intrigue secondaire par rapport à ça. On va parler rapidement de la petite intrigue secondaire puisque ça commence un peu là-dessus. Ça commence avec une espèce de grand combat entre les chevaliers de la vengeance et Caleb et compagnie, les soldats. Il y a Aldar qui participe rapidement histoire de dire. Alors c'est plutôt intense le peu de temps que ça dure. Même si, à nouveau, c'est la chose à déplorer par rapport à ça, on sent qu'il y a clairement une intention non létale dans chaque combat qui se fait, de la part de nos gentils, mais aussi de la part de nos méchants. C'est-à-dire qu'il les envoie juste valdinguer, mais on montre à aucun moment qu'il y a des risques de mort ou quoi que ce soit. C'est le genre de truc qui fait qu'on sent bien qu'on est dans une série vraiment familiale, plutôt pour enfants, clairement plutôt pour enfants. Et ouais, en dehors de ça, ouais, c'est un combat plutôt pas mal, jusqu'à ce qu'il y ait un mur qui s'effondre. Tout le monde parvient à se barrer, sauf Caleb, qui a le pied bloqué dans le fouet du tracker, il me semble, un truc comme ça. Et il parvient à s'échapper à la dernière minute, grâce à la dent de Blunk qui est resté là pour l'aider. Et donc il se retrouve rapidement dans le lycée, histoire d'appuyer le fait que c'est les vacances, il n'y a plus personne dans le lycée. Mais ouais, ça c'est un truc par rapport à ces voyages à travers les failles. Apparemment, on peut vaguement aller là où on veut en atterrissage, mais c'est pas une science exacte si on n'est pas sûr de ce qu'on pense, si on n'est pas parfaitement clair sur ce qu'on veut, sur où on veut aller, on peut se retrouver à un endroit totalement différent. Parce que voilà, Plunk voulait aller à un tel endroit, et ça a pas marché la première fois, mais la deuxième fois ça marche. Ouais, donc ça va être pareil pour les filles, elles atterrissent de temps en temps à certains endroits où elles veulent, sauf quand Will est pas assez concentré, une connerie comme ça, je sais pas. C'est un détail, c'est pas précisé clairement ça. Bref, il y a Blum qui dit, avec tous ces problèmes de chevalier de la vengeance qui se manifestent un peu partout, on va peut-être demander de l'aile aux filles, mais Caleb dit non, 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 ça ira pas cette fois. Ça, c'est un truc, vous les combattez des tas de fois et jamais vous en emprisonnez un. Ça vous arrive jamais, ça. Enfin bon. Je parle rapidement de tout ce que va vivre Caleb dans cet épisode parce que honnêtement, ça va pas apporter grand chose. Alors, un peu plus tard, on le verra reparti sur Meridian en train d'espionner les autres membres des Chevaliers de la Vengeance, sauf deux. Hein, c'est de là où on s'appuiera dessus un peu plus tard. Et ouais, les autres soldats avec Aldar et compagnie, ceux-là, ils sont repartis, ils en ont plus rien à foutre apparemment. C'est juste Caleb et Plunk qui s'en chargent. Donc, en les entendant comploter un petit peu, il y a Caleb qui apprend que la sorcière Nerissa a prévu un plan contre les gardiennes. Et il y a Blunk qui se fait repérer, il menace de le tuer, mais Caleb parvient à les attirer avec un tour complètement naze. C'est-à-dire que il balance un Tokiwoki un peu plus loin de là où il parle dedans, et il fait croire qu'il et qu'il est à cet endroit précis. Seulement voilà, il parle dans le talkie-walkie de départ. Donc il devrait y avoir deux voix qui ressortent. Sa voix normale et la voix du talkie-walkie. Comment se fait-il qu'ils entendent que la voix du talkie-walkie? Déjà c'est le petit détail et puis voilà, tout le monde y va. Tout le monde y va sauf un seul, sauf le chef, je sais toujours pas comment il s'appelle, j'arrive jamais à me souvenir de son nom celui-là, mais voilà, tout le monde y va, tout le monde se laisse attirer par ça, sauf lui. Il se fait voir comme ça, il y a personne qui se dit tiens, on y va, petit comité, on reste là au cas où, non, non, on est tous attirés par ça. Mais bon, il y a le chef qui reste, il y a un petit combat, et au bout d'un petit moment, Caleb finit par se barrer avec Blunk pour réatterrir là où il voulait aller au départ, c'est-à-dire l'endroit où les filles sont en vacances. Parce que voilà, les filles sont en vacances dans cet épisode et ils apporteront rien. Honnêtement, toute cette histoire, on apprend que les filles sont manipulées, etc., ça n'apporte rien puisqu'elles le découvriront elles-mêmes. Et il apporte absolument rien dans le combat final, Caleb. À part un tout petit moment, mais c'est de la mise en scène forcée, il empêche Cornelia de se faire écraser. Pas par un truc, mais ça aurait pu être mis en scène totalement différemment sans que Caleb n'ait à intervenir. Il fallait qu'il intervienne rapidement pour ça, histoire de dire que c'est un couple, ces deux-là. Mais c'est tout, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'était histoire de remplir l'épisode parce qu'il fallait bien remplir l'épisode. Donc un petit truc autour de Caleb. C'est pas affreux, mais
À nouveau, quand on fait un truc aussi superflu, je me demande... vous avez rien de mieux à faire, vous pouviez pas davantage appuyer le concept de base qui est clairement expédié dans cet épisode, comme d'habitude. Enfin bref, l'intrigue principale, c'est nos héroïnes qui parlent au conseil de l'oracle où se trouve la devineresse, de la sorcière qu'elles ont confrontée un petit peu, et oui, c'est montré comme si c'était la première fois qu'on en parlait, alors que merde, on l'a vu cette sorcière dans l'épisode 1. N'importe quoi que ce soit mis sur le tapis que maintenant, vous êtes des héros de merde. On a un groupe de gentils de merde qui sont pas foutus de se donner les informations primordiales dès qu'il le faut, hein. Vraiment, hein. Bref, le conseil de l'oracle ne reconnaît pas ça, la devineresse non plus. Il y a, je sais pas si il faut prendre ça comme un indice ou pas, mais à un moment donné, quand Eileen montre un dessin de la vieille sorcière, il me semble que j'ai discerné une espèce de réaction un peu particulière de la part de la devineresse, qui semblerait peut-être démontrer qu'elle est... que c'est elle, qu'elle connaît le truc, ou alors c'est moi, hein, peut-être que c'est juste une réaction en plus par rapport au fait que qu'on l'a traité de vieille peau, la sorcière, et que on l'a ciblé un petit peu, la devineresse après, puisque c'est celle qui paraît le plus vieille en comparaison dans le groupe. Je sais pas. Enfin bref, ils connaissent pas ça, ils disent c'est bon, vous arriverez à vous en sortir, vous êtes un groupe super harmonieux, etc. Vous prenez des vacances, c'est bien, vous les avez méritées. Super. Donc elles partent en vacances avec les parents d'Irma et son petit frère. Et ouais, on va avoir toute une partie où elles se détendent, elles sont sur la plage, elles font de la planche sur les vagues. C'est c'est bien de montrer ce genre de petits trucs, détente, moments entre amis, histoire de montrer qu'on a affaire à des vraies personnes et pas juste des héroïnes. Alors, j'aurais davantage apprécié ça si vous les aviez montré être de façon beaucoup plus proactive des héroïnes avant. Elles le sont, mais elles le sont pas autant qu'elles le devraient pour moi. Même maintenant, je veux dire, il y a le problème des chevaliers de la vengeance à Méridiane sur le coup, et elles sont dans leur coin, personne ne leur demande leur aide, alors que ces chevaliers de la vengeance sont ultra puissants et dominent assez facilement la plupart des soldats qui les affrontent. Le seul avantage des soldats, c'est qu'ils sont en surnombre en comparaison, mais c'est tout. Donc, elles essayent pas, elles songent pas à proposer leur aide dans ces cas-là. Non, voilà, ce genre de petit truc qui fait que c'est pas des grandes héroïnes, hein, clairement pas des grandes héroïnes volontaires. C'est le genre de choses qui donnent pas beaucoup de poids à ce côté, ah, prenez des vacances, vous les avez bien méritées. Non, non, hein, ça donne pas beaucoup de poids, ça, je trouve. Enfin bref, elle passe du moment entre copines, mais il y a Nerissa qui va pas en rester là et qui a amené l'homme sable histoire de ne pas être seul. Enfin, il va jouer un petit rôle, mais honnêtement, dans la manipulation qu'elle fait, l'homme sable n'a aucun rôle à jouer, hein. Sa manipulation à Nerissa. La manipulation de Nerissa, c'est de pouvoir prendre la forme de n'importe qui. À nouveau, elle a tous les pouvoirs, donc c'est possible. Sérieusement, avec ce genre de pouvoir, hein, ça me surprendrait pas qu'un de ces quatre, on montre qu'elle puisse ressusciter directement quelqu'un. Non mais vraiment, donc... elle peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, en prenant la forme des divers... personnages, elle essaye de semer un peu la zizanie dans le groupe en leur faisant avoir des petites piques entre elles. Par exemple, il y a Will qui dit de façon un peu insidieuse à Eileen que elle aura jamais de petits copains. Il y a Tarani qui se plaint du fait que Irma fasse pas gaffe à son frère et une peste avec lui, et c'est à cause de ça qu'il est devenu une peste lui aussi. Il y a Eileen qui se plaint que Cornelia ne parle que de Caleb, ce genre de conneries quoi. C'est donne de petites choses, de petites piques pour attiser un petit peu la mésentente entre elles. J'aime bien le concept. Vraiment, j'aime bien le concept de semer la zizanie de façon insidieuse comme ça. Et c'est cool. Le truc, c'est qu'au départ, j'étais dedans, quoi, vraiment pris dedans, mais après, ils sont partis sur un angle tellement stupide et tellement rushé par rapport à ça que ça a perdu son poids.
de départ qui pouvaient être pas mal. Parce qu'à un moment donné, dans la suite de leurs vacances, elles visitent une maison des horreurs avec des animatroniques, et au bout d'un moment, il y a les animatroniques qui se retournent contre elles. Voilà, donc elles sont un petit peu obligées d'utiliser leur pouvoir rapidement sans se transformer en Guardian parce que c'est pas, ça suffit comme ça. À nouveau, hein, si vous pouvez faire ça, vous pouviez facilement le faire sans vous transformer en gardienne pour préparer le bal, une fois de plus. Et après ce problème réglé, tout le monde se dit que ça doit être Will qui les a animés avec ses pouvoirs. Vous savez, Will qui les a, qui les a mis en danger exprès et direct, elles se disent ça, hein. Ce sera attisé plus tard par les mensonges de Nerissa, mais avant même que Nerissa ne balance ces mensonges-là, les filles se disent « Oh, allez, oui, c'est bien toi qui as fait ça, on connaît tous ton pouvoir à manipuler l'électronique, donc ça doit être toi qui a fait ça. » Alors que... c'est un truc qui a été montré à plusieurs reprises par rapport à ça. Elle sait pas manipuler l'électronique. Elle sait parler à l'électronique et peut-être faire en sorte qu'elle fasse ce qu'elle puisse faire de façon plus précise, un peu plus facile, pratique, mais elle peut pas manipuler des objets qui sont pas conçus pour faire certaines choses. Et les objets en animatronique n'étaient pas conçus pour faire les choses qu'ils ont fait quand ils vous ont attaqué. Donc déjà, c'est pas elle. Cela dit, je m'attends à trop de réflexion de votre part par rapport à ça. La réflexion de base que je me serais dite par rapport à ça, c'est que elle s'est faite avoir elle aussi. Elle s'est faite capturer elle aussi. Elle était aussi surprise que vous. Elle foutrait pas la vie du petit frère d'Irma et leur identité secrète en danger juste pour le fun comme ça. Mais les autres filles se disent ça doit être elle. Avant même que Nerissa essaye de confirmer ça. Elle prend la forme de Tarani et confirme à Irma que ouais, j'ai lu dans ses pensées, elle a vraiment fait ça pour le fun, hein, pour se moquer de nous, vraiment. Vraiment, ok, là je veux bien croire que ça attise quelque chose, mais il y avait quelque chose à attiser au départ, c'est ça le problème. Elle devrait pas avoir ce genre de pensée directe, merde. Avec tous les trucs que vous avez combattus, vous devriez vous dire, ah, il doit y avoir un truc contre nous. Vous savez que les Chevaliers de la Vengeance en ont après vous. À plusieurs reprises, ils ont essayé de vous faire tomber. Vous savez qu'ils sont sur le qui-vive. Ils cherchent à tout prix à vous nuire à n'importe quel moment. Pourquoi vous envisagez pas ça une seconde? Merde! Putain! Je déteste avoir des héroïnes stupides. C'est chiant! C'est chiant! Alors que les manipulations de départ de Nerissa étaient beaucoup plus subtiles, plus fines que ce qu'elle a fait après ça. C'était naze. Il y a une autre manipulation plus tard où elle prend le contrôle d'un camion qui s'amuse pour leur dire ah, je vais révéler à tout le monde vos identités secrètes et tout le monde croit à nouveau que c'est Will qui fait ça malgré le fait qu'elle le nie complètement. Et ouais, ça me fait penser tout ce truc-là, maintenant que je me revois ça, maintenant que j'y repense, que peut-être que je me trompe depuis le début sur mon approche, et que la sorcière, Nerissa, n'est peut-être pas la devineresse, mais vu qu'elle semble montrer des pouvoirs très similaires à ceux de Will, c'est-à-dire le fait de pouvoir ouvrir des failles comme ça, contrôler l'électricité, manipuler des appareils électroménagers, ça semble peut-être pointer que c'est une ancienne chef des gardiennes, cette sorcière Nerissa. Et donc, peut-être pas la devineresse. Peut-être que c'est les deux, hein, les savoir, c'est pas impossible. Mais ouais, ça semble peut-être pointer ça. Et si c'est le cas, ça veut dire que oui, elle n'a pas fini avec ces nouveaux pouvoirs qui surviennent, là. Elle sera de plus en plus cheatée au fil des ans, hein, celle-là. Quoi qu'il en soit, après cette dernière manipulation pas très subtile, ça amène nos héroïnes à se disputer une fois de plus, à lâcher un petit peu le ressentiment qui a été instauré de façon pas très subtile une fois de plus. Et c'est là que l'oracle apparaît devant eux en disant « Oh, vous ne respectez pas l'harmonie que vous êtes censé représenter !» Ah, c'est pas bien ça les filles, c'est pas bien. Rendez-moi le cœur de Kandrakar maintenant. L'oracle apparaît comme ça derrière elle. Et le truc qui me plaît par rapport à ça, c'est que ok, elles sont un peu soupçonneuses quand même, elles sont pas complètement débiles, mais pour bien appuyer ça, il fallait pas que ce soit non plus trop fin aussi, il fallait qu'elles se découvrent de façon claire et précise, sans conteste, la grande sorcière. Son ombre
ne correspond pas à la formule qu'elle prend. Donc il y a Eileen qui remarque assez rapidement, ah tiens, l'ombre de l'oracle, c'est pas du tout la même chose que lui quoi. Ça veut dire qu'il y a un Guy sous roche. Alors que je trouve que ça aurait été plus satisfaisant de les montrer avoir des doutes sans ce truc super évident. Mais bon, hein, j'en demande trop à nouveau, j'en demande trop à l'intelligence de nos personnages, c'est sûr. Donc ouais, elle grille Nerissa donc qui finit par aller combattre directement avec l'homme sable. Et c'est un petit combat rapide. La chose principale qu'elle fait, Nerissa, c'est balancer 2-3 éclairs, puis après balancer quelques objets électroniques qu'elle contrôle avant de se barrer. Voilà, et donc, comme je dis, c'est à ce moment-là que Caleb intervient, histoire de sauver rapidement Cornelia d'un truc dont la mise en scène aurait pu se passer. Et voilà, elle se barre et tout s'arrange. Nos filles vont bien, elles reconnaissent que ce qui est arrivé, c'était elle qui les a manipulées, et donc tout est bien qui finit bien, tout s'arrange. Ouais, c'est un épisode, une fois de plus, qui sert à rien. Honnêtement, avec ce qui a été mis en place au départ, lorsqu'elles ont présenté ce dessin de Nerissa au conseil de l'oracle, je me suis dit, ah tiens, ça va faire un petit peu progresser les choses, ce sera pas du filer, mais si, c'est du filer. Vraiment du gros filer qui sert pas à grand chose. Mais c'est là. C'était néanmoins à peu près correct. À peu près. Je sais pas quand j'entends dire, quand j'ai lu à plusieurs reprises, attends la saison 2 et puis un meilleur, un cran au-dessus, c'est ce qui fait que j'adore cette série. Je me dis, waouh, ça doit être vraiment un niveau grandement supérieur. Pas tant que ça, hein, vraiment. Ça part de concepts qui sont mieux, c'est clair et net, mais ça les exploite pas très bien. Vraiment pas très bien. J'adore le concept de Smelasiani chez nos héroïnes, mais il y avait moyen de faire ça de façon 1000 fois plus fine, 1000 fois plus subtile, 1000 fois plus convaincante, 1000 fois plus satisfaisante que ça. C'était assez basique au bout du compte et ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Donc j'ai apprécié un petit peu, mais sans plus. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye.